La série commence avec un homme expliquant que la guerre, la famine et le changement climatique sont des problèmes qui disparaîtront. Car à partir de cet instant, lui et les siens cesseront des siècles d'indifférence et interviendront pour les aider tous. On le voit faire une sorte de diffusion mondiale, où il leur dit qu'il parle au nom de chaque mage. Voici le grand mage Yoayuk. Au moment où les problèmes auto-infligés de l'humanité menaient la civilisation droit à l'effondrement, les mages ont fini par se révéler. Alors que nous voyons Yoayuk sauver un petit garçon, nous apprenons comment les problèmes que tout le monde croyait insolubles disparaissent comme par magie. Ou plutôt, c'est parce qu'ils ont été résolus par de la vraie magie, tout simplement. Le monde, après avoir été sauvé par la magie, est entré dans un âge d'or sans précédent. Le grand mage Yoayuk a mené les mages pour sauver le monde et partager la magie avec lui, devenant la personne la plus grande, la plus honorée et la plus aimée sur Terre. Et pourtant, il dit qu'il y a encore beaucoup trop de problèmes dans le monde qui nécessitent de la magie, et il ne peut pas tous les résoudre seul. Il a donc besoin de quelqu'un de plus juste et sage pour accomplir sa volonté. Il regarde le garçon qu'il a sauvé, disant qu'il a besoin de son aide, car lui, le plus grand des grands mages, fera de lui le deuxième plus grand des grands mages. Et quand ce moment viendra, il aura besoin qu'il lui promette de l'aider. Le nom du petit garçon est Yujin. Yujin sourit en disant, bien sûr, faisant une promesse à son maître. On fait un saut dans le temps de 26 ans, et on entend la voix d'une femme en souffrance, suppliant à l'aide. Elle pleure, disant qu'elle doit être épargnée si quelque chose ne va pas. Elle ne peut pas bouger sa jambe, et ses sens lui semblent étranges. Elle ne veut pas encore mourir. Une main défigurée attrape le sommet de sa tête alors qu'elle supplie et implore d'être épargnée. Il la regarde se transformer en spaghetti humain juste sous ses yeux. Il dit qu'il n'arrive pas à croire que cette merde existe vraiment. Il pensait que ce n'était qu'une légende urbaine enfantine, errant et traquant n'importe quel mage avec une magie horriblement bizarre. Le seul et unique restant dans les annales du grand mage, son disciple rejeté, Yujin. Putain, ce mec fait peur. Le mage tombe au sol, hurlant de ne pas s'approcher, disant qu'il pourrait en discuter. Yujin s'approche lentement alors qu'il lance une attaque, disant qu'il lui avait dit de ne pas bouger. L'attaque le touche alors que le mage commence à courir. L'homme dit qu'il pensait pouvoir croire à tout ce qui se passait dans le monde, puisque la magie existe après tout. Alors qu'il dit cela, nous voyons Yujin déformé par l'attaque, mais il tend toujours les mains. Et l'homme dit que ce n'est rien de plus qu'une abomination hideuse qui ne peut certainement pas être qualifiée de magie. Finalement, tous les cris cessent alors que nous voyons des gens dans un atelier en contrebas. Ils se demandent s'ils sont vraiment en train d'être secourus, et la porte s'ouvre. Ils s'enthousiasment, disant que cela signifie qu'ils sont vraiment sauvés, et que leur vie d'esclave est enfin terminée. Ce qu'ils voient, c'est Yujin passant la tête par la porte, en disant « Je vous ai trouvé ». Quelque temps plus tard, à l'extérieur, nous voyons la police et les médecins sur les lieux. Un homme explique à l'inspectrice en chef qu'ils ont tous été plongés dans un état de choc extrême dû à un isolement prolongé dans un espace confiné, mais qu'il n'y a aucune blessure mortelle parmi les victimes de l'enlèvement. Plus important encore, ils n'arrivent tout simplement pas à s'habituer à tous ces gens transformés en spaghettis liquides, et il n'y a qu'un seul mage qu'ils connaissent capable de faire une chose pareille. Nous entendons alors Yujin appeler l'inspectrice dont nous apprenons le nom, Kim Seung-gi. Elle dit qu'elle sait que la vérité est qu'ils ne sont pas en état de choc à cause de l'enfermement. Alors que Yujin s'approche, il dit qu'ils se retrouvent, et il la remercie pour son travail acharné en lui faisant un signe de la main. Seung-gi dit qu'elle a vraiment l'impression qu'il y a plus derrière leur TSPT. Il demande comment vont les victimes de l'enlèvement, et elle lui dit qu'ils vont tous bien car il n'y a pas de problème mettant leur vie en danger. Yujin soupire en disant que c'est un soulagement complet. À la seconde où la porte s'est ouverte, ils écumaient de la bouche et criaient. C'était le chaos total. Il pensait qu'il avait été torturé, alors il a d'abord appelé la police au cas où il serait trop tard. Il brandit alors l'une de ses amalgames de 1000 pattes humains, disant que ces mages ont enlevé des sans-abri et des adolescents en fugue, puis les ont enfermés et forcés à traiter des ingrédients magiques, et que les mages qui font des choses aussi horribles devraient s'en repentir. On voit l'homme de tout à leur crier que c'est de leur faute, le suppliant de lever le sort. Yujin lui dit que s'ils dorment un bon coup, ils reviendront à la normale pour y réfléchir, tandis qu'il les transforme en une boule, comme s'ils n'avaient jamais été là. Seung-gi a l'air horrifié, expliquant que de son apparence à la magie qu'il utilise, tout en lui est super flippant et suspect, mais il est excessivement amical et curieux à un degré inconfortable. Il les a aidés à plusieurs reprises, sans jamais demander de paiement. Elle est désolée de toujours le juger sur son apparence. Elle le remercie pour son aide en s'inclinant devant lui. Il pose sa main sur son épaule, lui disant qu'il n'est pas nécessaire de s'incliner. Il est normal qu'un mage résolve un problème causé par un mage, et elle peut appeler à tout moment si elle a besoin d'aide. Elle dit que le problème est que son apparence est trop extrême pour ne pas le juger. Yujin dit qu'il a entendu des rumeurs sur un tueur en série qui rôde dans le pays. Les gens ont très peur, alors il le traque pendant son temps libre. On dit qu'il a un visage incroyablement horrible et qu'il massacre les gens au point de les rendre méconnaissables, donc ils doivent l'arrêter avant que d'autres victimes innocentes ne s'accumulent. Donc si elle trouve des pistes, qu'elle le lui fasse savoir au plus vite, mais elle ne sait pas si elle doit lui dire ou non que c'est lui dont parlent les rumeurs.
Yujin regarde son téléphone, disant que le temps a déjà filé. Quest ce qui cloche avec son petit doigt. Sung-gi dit que son énergie est en train d'être drainée, lui demandant s'il a un programme. Il lui dit qu'il est temps pour lui de commencer quelque chose qu'il prépare depuis un moment. Il doit aussi lui en donner un. Il plonge la main dans son manteau et en sort un petit prospectus, lui demandant de faire passer le mot. Les flics parlent à une petite boule d'humain, leur disant qu'ils ont droit à un avocat, puis soupirent en se demandant ce qu'il fiche de sa vie. Yujin fait signe à Sung-gi, disant qu'il s'en va, et elle lui dit de faire attention en rentrant. Puis elle baisse les yeux vers le prospectus, surprise, se demandant s'il ne comprend vraiment pas sa propre situation, et s'il a vraiment l'intention de faire ça. 30 ans après la déclaration fondatrice de la faction des mages dirigée par Ygō Hayuk, la magie est devenue un élément indispensable de chaque industrie, de la nourriture à l'habillement, etc. Mais les mages sont toujours en nombre insuffisant. On voit un homme à la télé dire à tout le monde qu'ils ont besoin de leur aide. Grâce à une formation systématique et à une expertise, ils peuvent révéler leur talent magique. Donc, s'ils deviennent mages et illuminent le monde, ils peuvent aider à le remodeler. Et que lui, Choi Lee-seok, ainsi que les autres autorités de l'Académie de Mages Prime les attendent. Il s'avère que le prospectus que Yujin distribuait était pour sa propre académie de mages appelée l'Académie de magie de Yujin. Il dit qu'il enseigne un large éventail de magie pratique pour les examens, les emplois et les startups à des prix abordables avec un suivi personnalisé. Il sourit d'un air très bienveillant, disant qu'il y a beaucoup réfléchi, même s'il ne peut pas être avec son maître, pour tenir la promesse qu'il lui a faite. Il a réfléchi à la manière de résoudre ce problème, car il y a encore trop de problèmes qui nécessitent de la magie, mais trop de gens la prennent pour l'extorsion et pour blesser les autres au lieu d'améliorer le monde. Se contenter de régler ces situations au fur et à mesure n'était qu'une solution de fortune qui ne résolvait de toute façon pas les problèmes de fond. Il est resté là à se demander ce que ça pourrait être, car il doit le faire en tant que disciple de Ygō Hayuk. Il faut que ce soit quelque chose qui contribue au monde avec le plus grand impact possible. Alors qu'il était assis dans un parc, il a entendu une femme dire à ses élèves de la suivre, et il a vu à quel point ils étaient sains et heureux. Puis l'enseignante a repéré Yujin et a instantanément bloqué leur vue, leur disant de ne pas regarder la créature étrange et de continuer à avancer. Yujin Sen est inspiré. Le moyen d'augmenter le nombre de mages sages et de forger leur caractère juste, leur permettant de se consacrer au monde, était simple. Alors qu'il tend un prospectus à une femme horrifiée, qui pleure en tenant son enfant, il lui demande si son enfant rêve de devenir un mage, et que l'apprentissage de la magie à l'adolescence stimule la créativité et la concentration, ainsi que la croissance émotionnelle et le développement du caractère. Comme son but est de les former lui-même, elle s'enfuit alors qu'il continue de parler des cours, et elle crie désolée. Il dit, bien sûr, que les décisions concernant leurs enfants nécessitent de la prudence. Il ne pense même pas qu'elle soit rebutée par son apparence. Plus important encore, il n'a pas distribué un seul prospectus, et personne ne s'approche de lui. Tout le monde est tellement occupé à s'éloigner rapidement de lui qu'il est difficile de les approcher. Il a besoin d'un moyen d'attirer l'attention des gens. Il aperçoit un danseur gonflable et se dit qu'il a trouvé. Les spectateurs à proximité se demandent quel est ce grognement bizarre, et quand il se retourne, il voit Yujin s'allonger de plus en plus et commence à crier. Yujin dit qu'il doit devenir plus grand et plus long pour pouvoir distribuer des tonnes de prospectus. Alors que des tentacules commencent à jaillir de son dos, il se dit que c'est parfait. Il décide ensuite d'ajouter une petite décoration à ses prospectus, et les gens regardent, frappés de peur, alors qu'il se transforme en une horreur Lovecraftienne en disant qu'il va leur apprendre la magie. Ils pourront devenir de grands mages et contribuer au monde ensemble. Alors qu'il s'apprête à distribuer les prospectus, on voit qu'il a utilisé la magie pour les faire parler, et c'est absolument terrifiant. Il se demande pourquoi il a mis si longtemps à y penser. Le divertissement tape à accent grave l'œil qui attire l'attention, c'est juste la base du marketing. Il se met à rire et dit qu'il se souvient avoir vu un grand clown dans un parc d'attractions quand il était enfant avec Ygō Hayuk, et que c'est un souvenir fondamental qui l'a marqué. Donc, créer des souvenirs comme celui-là pour les autres est la meilleure option pour lui en ce moment. Il entend alors quelqu'un crier que c'est lui, celui qui assassine sans distinction mage et non mage, le mage cannibale, tueur en série et psychopathe. Yujin se demande s'il est vraiment là, au milieu de la rue, avant de se faire frapper par une attaque, et il dit son nom à la place. Alors qu'il commence à tomber droit sur un passant, il le balaie pour lui permettre d'éviter la chute. On entend l'homme de la télé, Lee-seok, dire qu'il a entendu du bruit près de l'académie, alors il est venu voir. Ce doit être le monstre tueur dont parlent les rumeurs. Il n'arrive pas à croire que ce soit juste devant son académie, car ce n'est pas un endroit pour une ordure comme lui. Les passants disent que maintenant qu'un mage de combat vétéran est sur les lieux, ça va être parfait. En parlant de parfait, Lee-seok dit que c'est le meilleur moment pour faire de la promotion. Il aurait dû faire durer le plaisir, car il ne s'attendait pas à ce qu'un simple sort d'explosion lui arrache la tête. Il devait jouer avec pour avoir de meilleures images. Mais quand il se retourne, Yujin a complètement disparu. C'est alors que Yujin apparaît juste devant son visage en disant qu'il a de la chance que ça l'ait touché, car lancer de la magie dangereuse en pleine ville n'est pas une bonne idée.
Lee Seok prend ses distances en disant impossible, car il a clairement vu son crâne se briser. Il prépare alors son sort en se demandant comment il tient debout, mais Yujin étend son bras pour lui attraper la bouche, disant que c'est lui, le tueur en série qui assassine des innocents avec la magie. Il hésitait car son visage était plus laid que ce que disaient les rumeurs, mais quand les gens ont crié et se sont enfuis sous le choc, hurlant qu'un tueur en série était apparu, il en était certain. Les spectateurs disent tous que c'est lui le tueur en série, se demandant de quoi diable il parle. Yujin dit que la raison la plus importante et impardonnable est qu'aucune personne saine d'esprit ne ferait exploser la tête de quelqu'un avec de la magie sans crier gare. Seul un vrai meurtrier pourrait faire quelque chose d'aussi horrible à une personne innocente, et personne avec une conscience normale ne pourrait même penser à utiliser la magie de cette façon, alors qu'il commence à écraser le visage de Lee Seok en deux comme un tube de dentifrice. Yujin lui dit qu'étudier la magie pour une telle brutalité est au-delà de toute rédemption, et qu'il paiera à son réveil. Tandis qu'il le transforme en spaghetti, il lui dit de réfléchir et de trouver un moyen de se racheter. Il finit par appeler Seung-gi et dit à tout le monde de se calmer maintenant, mais il se dit ensuite que c'était une bonne promotion. Mais en se retournant, il voit que tout le monde s'est déjà enfui pour sauver sa peau. Ailleurs, on voit quelqu'un regarder ça sur son téléphone en disant que c'est flippant. Se promener dans les rues comme ça en plein jour est absolument dingue. Il suppose alors que c'est un déguisement magique, car il est impossible que ce soit son vrai visage. La rumeur dit aussi qu'il était le disciple de Yoko Ayuk, et si c'est vrai, ils doivent en parler à quelqu'un. L'autre fille dit qu'ils peuvent aller lui demander directement, et elle s'approche en disant qu'on dirait qu'elle termine son travail. Le mec lui dit d'attendre, lui demandant si elle a vraiment oublié pour qui il travaille, car c'est la propre fille et disciple de Yoko Ayuk. La femme court vers elle en lui disant de regarder ça. Alors qu'un mage s'apprête à lancer un sort, elle l'enroule de liane pour l'arrêter. Puis elle demande à la femme si elle connaît le monstre dans cette vidéo, car la rumeur dit qu'il est aussi l'un des disciples de Yoko Ayuk. Le mec dit qu'elle va se faire écorcher vive pour avoir demandé ça. La fille dit que même si Yoko Ayuk avait des tonnes de disciples, quelqu'un qui se fait passer pour l'un d'eux devrait être traité de manière responsable. Mais la fille le reconnaît instantanément comme étant Yujin. Elle est surprise qu'elle le connaisse vraiment. Le mec dit qu'il l'avait prévenu. La fille lui demande alors si elle est en colère alors qu'elle brise le téléphone. Le gars dit que c'était le sien et pas le sien en paniquant. La fille de Yoko Ayuk dit que sans aucun doute, même après plus d'une décennie, elle peut le reconnaître, car c'est un visage qu'elle ne pourra jamais oublier. Et enfin, c'est une chance pour elle de faire ses preuves auprès de son père. Elle est la meilleure de ses disciples. On apprend que son nom est Jong. Elle dit que Yujin sera sa preuve. Retour à Yujin. On le voit déspaghettifier Lee Seok en disant qu'il est vraiment désolé, que c'était un malentendu, et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit directeur d'académie. Lee Seok, terrifié par lui, dit qu'il veut juste rentrer chez lui et se reposer. Yujin dit alors que même s'il l'a irrité en faisant de la promotion devant son académie, il ne peut pas simplement attaquer les gens avec de la magie. Ils auraient pu en discuter à la place. Lee Seok dit que s'il avait eu l'air de quelqu'un avec qui on pouvait parler, alors oui. Seung-gi dit qu'il devrait laisser les affaires de tueur à la police et se concentrer sur le développement de son académie, et qu'ils l'appelleront quand ils auront besoin d'aide. Il dit qu'il est content de l'entendre, alors il ira faire sa promotion ailleurs. Elle commence à l'encourager et lui fait signe en se disant qu'elle ne sait pas pourquoi elle s'inquiète autant, car ce n'est pas comme s'il était un chien errant. Il dit alors qu'il va essayer devant une école primaire, et il réalise que ses enfants vont grandir avec un TSPT de dingue. Il le regarde s'éloigner en se disant que leur âge Spotify est probablement assez élevé. On a un flashback de Quentin était une enfant et faisait de la magie. Elle était si excitée. Elle a dit à son père de regarder, car une nouvelle magie lui vient aussi. Il dit qu'il l'a vue. Bien sûr, elle est sa fille après tout. Mais garde ceci à l'esprit, être spécial n'est pas quelque chose que tu possèdes simplement et dont tu te satisfais. Tu dois faire des choses dignes de cette particularité pour qu'elle brille vraiment, donc elle doit devenir une personne spéciale digne du talent qu'il lui a donné. Elle dit, bien sûr, qu'elle deviendra une grande mage, tout comme lui. Puis elle demande où est tonton Yujin, car elle veut vite aller se vanter auprès de lui. Il s'apprête alors à lui dire où il est. Le flashback se termine et on revient au présent, et Lee Seok dit que c'est un putain de cinglé. Il transforme les gens en une forme liquide avec une magie non identifiée, mais ce n'est peut-être même pas de la magie. Il ne le sait pas encore. Son visage n'est pas humain et le hante, donc il est impossible qu'un monstre pareil ait pu être le disciple de Yoko Ayuk. Indique qu'on raconte qu'il a même recueilli des orphelins de guerre par compassion et les a élevés comme disciples, et c'est ainsi que Yujin est apparu, mais elle demande s'il n'a vraiment aucune information sur la magie de Yujin. Lee Seok dit qu'au diable les infos, s'il n'avait pas baissé sa garde, il ne se serait pas laissé faire sans se battre. Il y a tout simplement trop de rumeurs qui circulent pour laisser passer ça. Alors cette fois, il est venu préparer, rassemblant les meilleurs anciens élèves de la filière combat de son académie. Donc peu importe la magie que ce type utilise, tant qu'ils sont tous ensemble, ça ira. Indique qu'il se trompe. Elle est venue pour avoir des infos sur lui, et il lui raconte une longue histoire après s'être fait démolir. Lee Seok lui dit d'attendre une seconde,
mais indique qu'elle ne le retiendra pas s'il est occupé. Il n'est pas nécessaire de la raccompagner. Alors qu'elle s'apprête à partir, certains hommes se mettent devant elle, disant que débarquer dans la compagnie de quelqu'un d'autre et être aussi impoli, c'est un peu trop. Cette attitude n'est même pas justifiée, alors elle devrait s'excuser directement auprès du directeur et coopérer. Elle s'apprête à leur dire qu'elle leur a déjà dit qu'elle n'avait pas l'intention, et les mecs disent qu'ils devraient la laisser partir, car il se débrouille bien tout seul. Ça ne sert à rien de faire de la place pour quelqu'un qui ne veut même pas participer. Lee Seok leur dit d'arrêter et de la laisser partir, car c'est la fille du grand mage. Mais ils répondent que justement, ce n'est pas le grand mage elle-même. Donc traîner avec une pain-bêche comme ça ne leur apportera rien de bon, et elle a peut-être appris la magie de son père, mais clairement pas les bonnes manières. La porte commence alors à s'ouvrir. Alors que nous voyons Lee Seok transpirer nerveusement, il s'avère qu'ils ont anéanti toute leur escouade en quelques secondes. Indique que la prochaine fois, il devrait apprendre les bonnes manières à son groupe avant la magie. Pendant ce temps, dans un café, nous voyons Yujin rire en naviguant sur son ordinateur portable. Il doit être en train de regarder une de mes vidéos. Un type s'approche en disant qu'il s'est retenu, mais que ce bruit lui tape sur les nerfs, et il lui demande s'il est le propriétaire du café ou quelque chose du genre, lui disant de se calmer. Jin se retourne en souriant et on voit qu'il porte des AirPods. Il les retire, demande s'il était trop bruyant et s'excuse. Le type dit qu'il l'a juste confondu avec quelqu'un qu'il connaît et lui souhaite de profiter du reste de son récap. Jin dit que les promotions, c'est un peu flippant. Il essaie de trouver un bon algorithme à utiliser pour ça. Sung lui a dit de chercher des données, mais il ne trouve rien. Il ne sait absolument pas par où commencer et se sent complètement perdu. On l'a empêché d'aller à l'école primaire, lui disant d'utiliser la promo sur internet comme Instagram ou YouTube, car ça marche. Il remarque alors une vidéo d'Ehan qui est en tendance sur YouTube, et il se demande ce que c'est. Il s'apprête à cliquer dessus quand on lui tape sur l'épaule par derrière. Il dit que ce n'est pas ce que ça en a l'air. Il regardait juste ça et était sur le point de se remettre au travail. On voit que c'est la fille de l'équipe d'Ehan. Elle commence à paniquer en disant que son visage est horrible. Il s'excuse de l'avoir effrayée, et elle dit que ce n'est rien, mais lui demande s'il est bien Jin. Il répond que oui, et elle dit que quelqu'un veut vraiment le rencontrer, lui demandant s'il peut la suivre. Il obéit alors qu'ils sortent, et l'homme dit à Anne qu'il suit sans faire d'histoire. Et comme ils sont en plein centre-ville, il ne tentera rien de suspect, mais aussi qu'ils l'appelleront quand ils approcheront. Jin dit qu'il est curieux de savoir qui ils vont rencontrer. Tandis que Jin y réfléchit encore, le type se demande comment un mec peut ressembler à ça. Ce n'est pas seulement son apparence, mais l'aura qu'il dégage fait vraiment peur aux gens, et qui sait quand il montrera son vrai visage? S'il se passe quoi que ce soit de suspect, il devra s'en occuper. Il pensait que ce serait aussi simple que de l'amener sans problème, mais il n'avait pas compris que ce serait aussi tendu et stressant. Un peu avant ça, Anne expliquait que Yujin a 34 ans, et que vers 4 ans, son père l'a recueilli comme orphelin de guerre, l'élevant comme un mage. Il a travaillé comme chercheur en chef à la Fondation de recherche en technologie magique et a disparu il y a 14 ans. Il n'arrive pas à croire qu'il était vraiment l'un des disciples, mais la fille est plus effrayée par sa photo d'enfance. Elle demande comment un visage aussi mignon a pu se transformer en ce monstre hideux. Anne dit que pendant qu'elle finit ses préparatifs, elle leur laisse le soin d'amener Jin, et on apprend qu'il s'appelle Huimyung Euna. Huimyung dit qu'il veut savoir ce que Anne compte faire une fois qu'elle le rencontrera. Elle dit que le jour où Jin a disparu, son père a dit qu'il était déçu de lui. Le disciple qui était toujours aux côtés de son père, profitant de ses faveurs, lui a tourné le dos, et ce, soudainement. Et maintenant, après plus d'une décennie, il réapparaît, et elle doit vérifier s'il compte menacer ou déshonorer l'héritage de son père. Elle l'écrasera elle-même. Elle a juste besoin qu'il le lui amène tous les deux. Retour à l'escorte. Euna se demande ce qui cloche avec Jin, il la fixe de manière si glauque depuis tout à l'heure. Ça lui donne tellement la chair de poule qu'elle n'arrive même plus à respirer correctement. Elle se dit qu'il ne tenterait rien en public ici, mais Jin s'approche de son oreille, disant qu'il a compris, et qu'elle doit travailler avec Anne. Elle est surprise, et il s'apprête à expliquer qu'il l'a vue dans cette vidéo en sortant son téléphone. Elle lui tranche la main en disant que le plan a changé et dit à Huimyung de le maîtriser et de l'emmener de force. Il dit qu'il savait que ça finirait comme ça et utilise sa magie pour plaquer Jin au sol. Il dit qu'il s'attendait à ce que ça tourne mal, mais pas si vite. Il sait que c'est Euna qui a tout fait foirer. Elle dit qu'il ne va sûrement pas mourir de ça. Il lui demande pourquoi elle a dû lui couper le bras pour commencer. Elle répond qu'il devrait essayer de se tenir devant lui, et qu'elle a cru qu'elle allait perdre la tête. Son bras commence à bouger après avoir attrapé son téléphone, et elle se retourne pour le regarder. Disant qu'il l'a regardé de manière vraiment glauque par derrière, et qu'il a tendu la main, elle a réagi sans réfléchir. Jin s'excuse en commençant à se relever. Il dit qu'il ne voulait pas la fixer involontairement, mais peu importe à quel point elle s'est sentie mal à l'aise, ce genre de réaction violente semble excessif. On a un flashback où Euna demande, au cas où Jin les attaquerait en premier, quelle est la meilleure façon de gérer ça?
Car la rumeur dit que des tonnes de mages sont morts de ses mains, et en plus c'est le disciple de Yk'o-Oyuk, donc ils ne sont pas sûrs de pouvoir lui faire face. Han dit que son talent magique est certainement de premier ordre, mais que Yk'o-Ojin était un chercheur jusqu'au bout des ongles. Huimion a réussi d'innombrables missions de garde du corps contre des tentatives d'assassinat de haut niveau, tandis que Eun a combattu 100 terroristes. Donc rien à voir avec cet incapable de Lee Seok qui s'est fait démolir. Si un problème survient, ils n'ont qu'à le neutraliser immédiatement. Le flashback se termine avec elle, l'air confus, car ce qu'elle voit c'est Eun par terre en train de crier que c'est dégoûtant et glauque, et Huimyung a été transformé en spaghetti. Yk'o-Ojin a une pointe qui lui traverse la tête, et regarde vers Han avant qu'elle ne le frappe avec une attaque qui l'envoie valser. Elle s'approche et leur demande à tous les deux s'ils vont bien. Euna se met à pleurer tandis que Huimyung lui dit de faire attention, car il n'a aucune idée de ce qu'est cette magie, mais il continue de se régénérer peu importe leurs attaques. Il traverse leur sort de défense d'un coup de poing comme si de rien n'était. Pire encore, s'il la touche, sang est fini d'elle. Euna dit que c'est un monstre complètement cinglé. Des spectateurs commencent à se rassembler, la reconnaissant comme Anne, la fille de Yk'o-Oyuk, disant qu'elle doit être là pour attraper ce monstre. Elle commence à invoquer un cercle magique, et dit chaque chose en son temps alors qu'elle le déploie autour d'elle, de son groupe et de Yk'o-Ojin, disant qu'il est temps de tous les déplacer, et ils s'envolent vers une zone abandonnée voisine. Ils atterrissent en toute sécurité sur le sol. Yk'o-Ojin dit qu'il savait bien qu'il ne rêvait pas, demandant comment Anne a autant grandi, et que ça fait 14 ans, donc elle a 22 ans maintenant. Il dit que c'est tonton Yk'o-Ojin, et lui demande si elle se souvient de lui. Puis il mentionne qu'elle a eu ce chapeau de son père, ce qui signifie qu'elle est devenue une mage après tout, et qu'il lui a toujours dit qu'elle en était capable. Elle lui demande pourquoi il a fait ça aux gens qu'elle a envoyés, et il lui répond qu'il a fait une erreur en les fixant trop, ce qui les a énervés, et ils ont commencé à lui lancer des sorts mortels. Alors il les a juste attachés gentiment jusqu'à ce qu'ils se calment. Elle dit qu'elle se fiche des détails. Elle se torturait l'esprit pour trouver une excuse pour le combattre, mais il s'avère que ce n'est pas nécessaire contre quelqu'un de déjà brisé. Elle sort son bâton, disant qu'elle va s'en occuper à partir de maintenant parce qu'il a fait ça à ses amis, et que son père serait encore plus déçu en apprenant toutes les conneries qu'il a faites, salissant son nom. C'est pourquoi il doit tomber face à elle, alors qu'on la voit combiner et superposer plusieurs effets magiques, et elle dit qu'elle va lui prouver maintenant que c'est elle qui suivra les traces de son père. Elle jette un sort sur son bâton, créant une lame, et fonce droit sur Yk'o-Ojin en lui sautant dessus, disant qu'elle ne veut pas qu'il lui parle comme s'il était proche pour commencer. Pendant ce temps, à l'académie de Lee Seok, ces hommes sont furieux et disent qu'ils ne peuvent pas laisser passer ça. C'est une humiliation pour toute l'académie. Même si c'est l'enfant de Yk'o-Oyuk, ils doivent lui montrer qu'ils ne toléreront pas ça. Lee Seok dit qu'il comprend leur colère, mais qu'il faut laisser tomber car elle reste la chair et le sang de Yk'o-Oyuk, et qu'elle n'a pas seulement hérité de sa fortune. À l'époque, il s'est trouvé dans le même groupe qu'elle lors d'une mission pour anéantir un syndicat du crime de mage. C'était la première fois de sa carrière de mage qu'il s'est senti insignifiant. Le fossé entre elle et lui en tant que mage était si grand qu'il était difficile de croire qu'il exerçait la même profession. Penser qu'il avalerait ce genre d'insultes sans rien dire était surprenant, mais il savait que même si tous les mages de combat de leur académie, lui y compris, se liguaient contre elle, il ne pouvait même pas imaginer toucher un seul de ses cheveux. Retour au combat, on voit une explosion massive, et Eun a dit qu'elle semble particulièrement énervée aujourd'hui. Huimyung est juste tranquillement posé par terre. Lee Seok dit que la magie de cette femme n'est pas différente d'une catastrophe naturelle. Il est impossible de l'imaginer perdre un jour contre quoi que ce soit. Alors qu'elle est en train de déchiqueter Yk'o-Ojin, il se dit que c'est si bizarre, se demandant pourquoi elle est si en colère. Il apparaît alors derrière elle, lui demandant s'il est arrivé quelque chose de grave. Car la Han dont il se souvient ne piquerait pas une crise juste parce qu'elle est de mauvaise humeur. Elle lui fait exploser la bouche, lui disant de la fermer, affirmant qu'il n'est pas son oncle et le traitant de traître. Il a trahi son père et a disparu sans la moindre once de gratitude. Puis il a le culot de réapparaître, salissant l'honneur d'être le disciple de son père. Alors, en tant que sa véritable disciple, elle lui inflige sa punition. Il se demande ce qu'elle veut dire par trahison, demandant s'il a fait quelque chose de mal. C'est la première fois qu'ils se voient en plus de 10 ans, et pourtant elle l'attaque sans hésitation. Il dit alors qu'il comprend. On a un flashback où, plus jeune et l'air déprimé, Yujin lui demande si elle ne peut toujours pas utiliser la magie, et ce que son père a dit. Elle lui a répondu que son père lui avait dit d'attendre encore un peu. Alors que les enfants doués pour la magie commençaient à apprendre les sorts de base bien plus jeunes qu'elle, et que c'est comme ça. Elle demande alors quoi faire. Si elle ne peut pas devenir une mage comme son père, elle ternira son héritage. Il lui dit de ne pas s'inquiéter car elle est la fille du plus grand des grands mages. Il l'aime plus que tout au monde, et lui et son père trouveront un moyen de faire d'elle une mage à la hauteur de son père. Une fois qu'elle saura utiliser la magie, ils devraient l'étudier ensemble. Ils l'habitueront à l'utiliser en secret, pour que son père soit surpris. Elle essuie ses larmes, et ils se font une promesse du petit doigt. Alors que sa main commence à se reformer,
il dit qu'il est désolé de ne pas avoir pu tenir sa promesse. Elle retombe sur le sol, le traitant de monstre. Même après avoir utilisé tous les types de magie disponibles, aucun n'a réussi à passer, se demandant s'il est même possible de le tuer. Ojin, cependant, se sentait juste coupable d'être parti sans la voir devenir une mage. Il sourit, disant que maintenant il comprend. Son cœur commence à se serrer alors qu'elle pose la main sur sa poitrine. Elle dit qu'elle s'est précipitée et a utilisé trop de magie. Et quoi qu'il en soit, en ce moment, elle voit bien qu'il est trop confiant dans sa régénération. Et il ne réagit même pas en ce moment, agissant avec insouciance. Mais à moins qu'il ne soit un grand mage, toute magie a ses limites. Elle peut simplement utiliser une sorte de sort pour supprimer sa régénération, mais elle doit calmer son cœur alors qu'elle sort une pilule. Ojin dit alors qu'il est désolé de ne pas l'avoir réalisé plus tôt, car il était si heureux de la voir qu'il avait complètement oublié. Elle voulait montrer toute la magie qu'elle a perfectionnée en son absence, disant qu'il sait qu'elle essaie juste de se vanter. Elle est complètement confuse, et il dit que puisqu'elle est devenue si douée et exceptionnelle toute seule, il est sérieusement impressionné par la quantité d'entraînement que cela a dû demander. Pour manier une si grande variété de sorts avec une telle maîtrise, il voit qu'elle a travaillé très dur, et que son père serait si fier. Elle se souvient qu'il l'a félicitée quand elle était plus jeune, la toute première fois qu'elle a appris la théorie magique, lui disant à quel point il était impressionné. Quand elle lui a dit qu'elle voulait devenir sa meilleure disciple, il a répondu que c'était la base, mais qu'il avait encore beaucoup à lui apprendre à partir de maintenant. Il lui dit de continuer à travailler dur, et qu'il attendra le jour où elle deviendra aussi bonne que Yujin. Pour y parvenir, elle n'a jamais cessé d'étudier et s'est entraînée en permanence dans sa jeunesse. Et son père l'a toujours félicitée pour ses efforts et ses accomplissements, mais il n'a jamais dit une seule fois qu'elle avait atteint le niveau de Yujin. Même après sa disparition, il est resté le disciple dont son père était le plus fier. On le voit sourire, lui faisant un double pouce levé, car il doit activement louer les efforts et les réussites de ses élèves pour qu'ils se sentent récompensés. Il dit qu'il a étudié cette méthode de soutien psychologique pour étudiants en ligne, et qu'on y trouve vraiment de tout. Cela devrait la calmer, mais on la voit briser sa boîte de médicaments de frustration, et il réalise qu'il a peut-être fait une erreur. Elle avale une poignée de pilules. Elle dit que tout ce qu'elle a construit, tous ses efforts et ses accomplissements ne sont pas quelque chose qui devrait être rabaissé à de simples tours d'enfant. Elle commence à utiliser une magie très différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Elle dit qu'elle va jouer le jeu puisqu'il est si généreux. Il commence à sourire plus largement, et elle lui dit d'essayer d'encaisser cette attaque aussi avec sa magie de régénération. Bien qu'elle sache elle-même que tout ça, c'est juste elle qui essaie de se débarrasser de son complexe d'infériorité. Winung et Euna crient, lui disant de se calmer et que si elle utilise ça ici, ils sont tous morts. Ojin regarde ça et est vraiment impressionné. Il dit qu'elle a en fait atteint le summum de la magie, et que c'est le 3e cercle. Il a l'air super excité. Il se demande combien d'efforts il lui a fallu pour maîtriser la magie à ce point, car il veut vraiment l'aider à s'épanouir et honorer les efforts qu'elle a fournis pour qu'elle puisse porter des fruits encore plus grands. Elle utilise la magie du 3e cercle appelée lance de l'œil démoniaque et commence à la lancer sur Yujin. Il dit qu'il réalise maintenant que ce dont elle avait besoin, ce n'était pas des louanges. Alors qu'il passe sa main à travers la sienne, il la soulève, disant que c'était le circuit de contrôle manuel pour cette magie du 3e cercle qu'elle s'apprêtait à utiliser. Si elle modifiait juste un tout petit peu le ratio de distribution de mana, ce serait bien plus efficace. Elle n'a pas besoin d'une disposition de circuit aussi compliquée. Il dit qu'il doit juste continuer à la guider vers des sommets encore plus élevés. Sa magie commence à se dissiper, et 8 millions se demandent s'ils devraient être heureux d'avoir survécu, car ils ne savent pas quel genre de crise Anne va faire après ça. Il lui dit alors que son sort de déplacement à grande vitesse de tout à l'heure était cool, et s'apprête à lui donner quelques conseils. Elle hurle, lui demandant s'il recommence vraiment ses conneries, et pourquoi il n'a pas corrigé cette habitude. Il se demande de quoi elle parle, alors elle lui dit qu'il ne sait même pas ce qu'il a fait de mal. Cette habitude qu'il a toujours eue, de décortiquer la moindre petite erreur devant tout le monde, et elle n'arrive pas à croire qu'il le fasse en plein milieu d'un combat, se demandant comment quelqu'un peut ne pas changer d'un iota en plus de 10 ans. Même quand elle lui a donné les cookies qu'elle avait fait pour l'anniversaire de son père, il est resté là à lui dire comment les améliorer, sans se soucier de sa gêne devant son père. Elle pique une crise monumentale, le traitant de connard sans cervelle. Finalement, elle se calme, et Winung et Euna se demandent si elle a juste gardé tout ça pour elle. Ojin réalise qu'il doit la calmer encore plus, disant qu'il va rendre leur forme normale à ses collègues. Anne retire son chapeau, embarrassée d'avoir perdu son sang-froid comme ça, mais réalise qu'elle ne peut plus le combattre, car si elle le fait, c'est elle qui passera pour la bizarre. Il lui demande alors quand est-ce qu'elle a commencé à pouvoir utiliser pleinement la magie comme ça, car lui et son père se cassaient continuellement la tête pour l'aider à y parvenir. Elle répond que c'était le lendemain de son départ. Il dit que c'est logique, puis il réalise quelque chose. Il se fige. Alors que Winung redevient normal, il se demande si son visage est redevenu normal, et Euna lui dit qu'il a toujours été moche, donc de ne pas s'inquiéter. Anne leur dit qu'il est temps de rentrer. Aussi,
Elle ne sait pas ce que YO Jin a fait dernièrement, mais beaucoup de mages l'ont abandonné, mais elle est sûre qu'il s'en sortira très bien. Elle ne veut juste pas qu'il ternisse davantage la réputation de son père, alors il doit agir avec prudence. De plus, il n'y a pas besoin de revenir vers son père maintenant, car pour eux deux, la place vide qu'il a laissée n'existe plus. Elle s'apprête alors à lancer son sort de téléportation, lui disant de venir, mais il continue de toucher la cicatrice sur son cou. Alors qu'il s'approche d'elle, elle lui demande où il habite, disant qu'elle va le déposer. Puis elle lui tend sa carte de visite. Alors qu'il tend la main vers elle, il la dépasse et plonge sa main directement dans sa poitrine. Elle baisse les yeux, confuse. Huimyung et Euna se figent alors que YO Jin lui arrache le cœur directement de la poitrine. Il dit que c'est impossible, et qu'il espérait que ce ne soit pas vrai. Tout en continuant de toucher son cou, il dit qu'il a toujours essayé de comprendre. Il s'avère que YO Ayuk l'avait tué auparavant, et il s'est toujours dit qu'il devait y avoir une raison. Du moins, c'est ce qu'il s'est forcé à croire. Comme YO Ayuk lui a volé son cœur, il s'avère qu'il l'a mis à l'intérieur de sa propre fille. YO Jin regarde le cœur dans sa main et dit que ce n'est pas quelque chose qu'il peut simplement accepter. On passe à un flashback d'un homme hurlant sur YO Ayuk, lui demandant ce qu'il a fait. YO Ayuk lui dit de parler moins fort, car ses oreilles vont tomber. On apprend que l'homme s'appelle Friedrich. Friedrich lui demande pourquoi il enseigne la magie à des humains inférieurs. Il connaît déjà la raison pour laquelle ils se sont cachés pendant plus d'une douzaine de siècles. Ils n'ont même pas pu contrôler leurs connaissances primitives et ont attiré la destruction sur eux-mêmes. Il a rejoint son plan selon lequel les mages devraient diriger les humains. Il ne s'agissait pas de donner des épées à des personnes non qualifiées. YO Ayuk le traite d'idiot, lui disant de surveiller ses paroles. Les mages sont aussi des humains. Friedrich commence à s'énerver. YO Ayuk lui dit que les mages se sont cachés tout ce temps, et que la magie a stagné. Révéler la magie n'était pas un salut. C'était la voie vers une prospérité mutuelle. Friedrich commence à invoquer un cercle magique, demandant ce qu'il entend par prospérité mutuelle. YO Ayuk observe, alors que d'un simple mouvement du poignet, Friedrich découpe un énorme morceau de tout ce qui se trouve sur son chemin. Il demande comment cela est censé être une prospérité mutuelle alors qu'ils détiennent ce genre de pouvoir. YO Ayuk dit que s'il ne peut pas y croire, il devrait observer en silence comment l'ère des mages va changer. Peut-être que parmi ces vies humaines qu'il méprise tant, un mage terrifiant pourrait émerger, que même lui, le plus puissant des mages, trouverait ridicule. Mais avant cela, alors qu'il commence à invoquer son propre cercle magique, Friedrich réalise qu'il a fait une erreur, et YO Ayuk dit qu'il doit payer le prix pour avoir défié un grand mage. Le flashback se termine alors que Han commence à se réveiller. On voit Huimyung et Euna l'attendre sur un canapé voisin. Elle demande où elle est, et YO lui demande si elle va bien, en s'approchant de très près. Elle s'éloigne de lui en rampant, effrayée. Euna lui dit que c'est la maison de son oncle. Il est le directeur d'une nouvelle académie. Elle demande de quoi il parle, et YO Jin dit qu'il a décidé d'ouvrir une académie de magie, mais qu'il est juste avant l'ouverture. Donc il est super occupé. Il doit d'abord finir l'intérieur, puis recruter des étudiants. Il lui dit qu'il a essayé de faire de la promotion via les réseaux sociaux, et qu'il est impatient de voir ce que ça va donner. Eun, cependant, est plus inquiète pour son cœur, disant qu'il n'y a aucun problème avec. Elle se demande s'il l'a sorti juste pour le regarder. Aussi, pourquoi discutent-ils tous les deux nonchalamment avec quelqu'un qui lui a arraché le cœur? Euni lui dit d'arrêter de présenter les choses comme ça. Huimion lui explique qu'il s'avère que YO Jin savait tout du problème cardiaque qu'elle avait. Elle est surprise, demandant s'il a vraiment percé la poitrine de quelqu'un juste pour y jeter un œil. Il dit qu'elle a utilisé beaucoup de magie puissante aujourd'hui. Ça a dû mettre son cœur encore plus à rude épreuve, car elle a consommé toutes ces pilules en même temps. Ils ont eu si peur en la voyant s'effondrer. Alors il les a laissés venir ici. Comme le problème de cœur est top secret, il ne pouvait pas risquer de l'emmener à l'hôpital. Anne s'excuse de s'être imposée, disant que ça ne sert à rien de le déranger plus longtemps, et qu'elle va donc partir. YO Jin les regarde se préparer, mais dit à Anne d'attendre une seconde, car il a quelque chose à lui dire. C'est quelque chose de très important. Huimyung et Euna lui demandent si ça va d'être laissé seul, et elle leur dit de rentrer. Ils commencent alors à se demander entre eux si le fait de voir ce visage effrayant depuis l'enfance n'a pas déformé sa psyché. C'est quand même fou qu'elle ait un entretien en tête-à-tête avec quelqu'un qui lui a arraché le cœur, ça paraît absurde rien que de le dire à voix haute. Elle demande alors ce qui le regarde fixement, et il répond que c'est le prospectus de l'académie. Elle dit que ce type ne peut pas être saint des prix pour essayer d'enseigner à des étudiants avec sa magie et son visage effrayant. Huimion dit que la magie de régénération seule était folle, mais aussi la façon dont il a percé leur magie de défense, ce qui signifie que ça pourrait valoir la peine d'apprendre. Elle rit, disant qu'il devrait savoir mieux que ça, car qui vendrait sa propre magie de gagne-pain pour de l'argent. Huimion dit qu'il fait probablement juste la promotion de l'académie auprès de la chef. Alors elle est d'accord. Alors qu'il passe, Huimion bouscule quelqu'un et s'excuse. L'homme dit alors d'attendre, car il les a vus sur YouTube avec la fille de YO Ayuk. Euna est gênée,
disant qu'elle ne sait pas quoi faire de cette célébrité non désirée, mais que ce sont bien eux. Puis Huimion demande s'ils se sont déjà rencontrés. Il dit qu'il pensait que les jeunes de nos jours ne sauraient pas, mais qu'il est en fait un ami proche du père de Yoko Hayuk. Ce qui signifie qu'il est un oncle pour Eun. Bien sûr, c'est Friedrich du flashback. Han demande alors à Yoko Jin ce qu'il voulait dire. Il dit qu'il sait que chaque fois qu'elle utilise la magie, ça met son cœur à rude épreuve. Elle demande s'il l'a peut-être appris de son père, mais qu'il ne sert à rien de le cacher. Et si elle continue à utiliser la magie comme ça, elle mourra probablement très bientôt. C'est quand même fou que, bien qu'ayant hérité du talent le plus spécial de son père, elle ait dû naître avec une allergie au mana, une constitution rare qui brûle constamment son cœur. Finalement, il éclatera, la tuant. Yoko Jin rit en touchant la cicatrice sur son cou, disant que ça ressemble à un mensonge plausible, et que son maître a vraiment inventé une histoire folle. Han dit que c'est sûrement pour ça qu'il lui a ouvert le cœur pour le vérifier, et que son impulsivité absurde n'a pas changé. Mais s'il a fini maintenant, elle doit y aller car une tonne de travail s'est accumulée. Il lui attrape le bras, lui disant que le monde a des tonnes de choses dont les gens ont besoin au-delà des mages. Au lieu de vivre en sursis en tant que mage, tu pourrais trouver un autre travail qui te convient, et en tant que ton oncle, je t'aiderai, pour que tu puisses prendre un nouveau départ. Elle lui dit de la lâcher, et retire son bras, disant qu'il a dépassé les bornes. Elle lui a déjà dit que sa place d'oncle n'existait plus, et qu'il n'a pas le droit de se mêler de sa vie. C'est quelque chose qu'elle a hérité de son père, mais c'est aussi son fardeau d'être née malade. Si elle doit vivre une vie qui n'est pas celle d'une mage, elle préférerait mourir. Elle lui dit alors qu'ouvrir une académie de magie lui va bien. Au lieu de fourrer son nez dans ses affaires, il devrait se concentrer sur le fait d'avoir des étudiants qui le paient et l'écoutent. Il hésite à lui dire la vérité, et dès qu'il s'approche d'elle, son téléphone se met à sonner. Elle répond, demandant à Eun ce qui ne va pas car sa voix semble bizarre. Elle commence à transpirer et panique, disant qu'elle doit tenir bon, et qu'elle arrive tout de suite. Elle s'apprête à partir, disant à Yujin que c'est une urgence, mais il se demande encore s'il aurait dû lui dire la vérité ou non. On le voit avec son père discuter de l'échec d'une simulation. Après avoir utilisé toutes les magies médicales qu'il connaissait, il ne peut pas arrêter le rejet chez une personne incapable d'accepter le mana lors de la transplantation d'un cœur de mage. S'il pouvait résoudre ce seul problème, il pourrait créer plus de grands mages intègres et sages. Yoko Hayuk dit que la prémisse de base de la simulation est trop extrême. Transplanter le cœur de Yoko Jin, danse du plus haut mana qu'ils connaissent, dans Han qui n'a même pas 8 ans est absurde, demandant s'il a vraiment l'intention de le faire. Yoko Jin dit qu'elle est sa précieuse nièce et la fille de son maître, donc bien sûr il doit lui donner le meilleur de ce qu'il a. Même si elle peut utiliser la magie, vivre en sursis serait mettre la charrue avant les bœufs. Donc il va mettre cette méthode de côté pour l'instant car il doit y avoir une meilleure façon. Le flashback se termine avec lui disant que même s'il lui disait la vérité, elle n'abandonnerait pas. Il se demande s'il doit la retenir par la force ou s'il devrait sceller sa magie. Il commence à être frustré, mais se sent aussi coupable, disant que tout ça, c'est parce que le maître a pris son cœur, donc elle est en train de mourir à cause de lui. Il ne lui reste plus aucun choix. Tout comme il y a 14 ans, il n'est toujours qu'un lâche inutile. Sa sonnette se met alors à retentir, et il se demande qui cela pourrait être. Pendant ce temps, un se dirige vers les montagnes voisines tandis que Friedrich dit qu'à par la couleur de ses cheveux et de ses yeux, elle ne ressemble pas vraiment beaucoup à son père. Mais voir ce chapeau lui rappelle de vieux souvenirs. Indique que la pression de lui faire face est réelle, car il fut autrefois le bras droit de son père et un traître qui a détruit plusieurs villes en le défiant. Friedrich est en train de siffler une boisson, disant que ses vieux souvenirs le frappent de plein fouet, mais qu'à ce rythme, ils vont le faire vomir. Indique que Friedrich Gomorowa est toujours le plus puissant mage de combat en vie alors qu'il lui lance Ney et Huimion. Leurs bras ont l'air salement brisés. Il demande pourquoi elle garde ses faibles avec elle, car ils sont trop pathétiques même pour faire les courses. Huimion lui dit de fuir car si son père n'arrive pas, ils sont finis. Euna pleure aussi, disant qu'il n'aurait pas dû l'appeler, mais que c'était trop effrayant. Indique qu'elle va les envoyer directement à l'hôpital, en les remerciant pour tout. Il réalise ce que cela signifie, mais il est trop tard car elle les envoie au loin. Friedrich dit que maintenant elle a eu assez de temps pour régler les choses. Il est temps pour elle de l'aider. Il va voir son père après 30 ans, et il ne peut pas arriver les mains vides. Son cœur commence à s'emballer, et elle sourit maladroitement, disant qu'elle a enfin trouvé ce qu'elle cherchait. Friedrich dit qu'il va ramener sa tête à son père, car cela rendrait les retrouvailles de 30 ans plus dramatiques. Elle rit, disant qu'il ne connaît même pas les goûts de son père alors qu'ils sont de vieux amis. En tant que fille de Yoko Hayuk et sa plus fidèle disciple, même si elle mourait, ce serait avec honneur. Et elle le prévient que son père le renverra à la porte. Pendant ce temps, à l'hôpital, Huimion et Euna sont allongés là tandis que les secouristes accourent, réalisant qu'ils doivent les préparer pour un traitement immédiat. De retour à Yoko Jin, il s'avère que celle qui est venue chez lui était Sungi, disant qu'elle a demandé de l'aide à leur département de relations publiques. Elle a dit qu'il préparerait un guide rapide sur la façon de se préparer pour les promotions sur les réseaux sociaux et l'enverrait. Au moins, de cette façon,
il peut être soulagé puisque c'est elle qui lui a suggéré l'idée. Elle dit qu'elle est venue en fait pour prendre de ses nouvelles, craignant qu'il ne cause encore des ennuis, mais la pression qu'elle ressent de sa part en ce moment est bien trop forte. Il a déjà l'air assez effrayant, mais le voir déprimé comme ça le rend carrément terrifiant. Elle se demande ce qui ne va pas chez lui demandant s'il va bien. Il dit qu'il est désolé après qu'elle se soit donné tout ce mal pour lui, mais qu'il va abandonner les plans de l'académie et chercher un autre travail. Elle demande pourquoi. Il dit qu'il y avait une enfant qui luttait désespérément pour son rêve, jusqu'à s'automutiler. Au lieu de l'aider à réaliser ce rêve, il l'a exhortée à abandonner, ce qui a dû la blesser profondément. Alors maintenant, il réalise qu'il n'est qu'un fouineur qui se mêle de tout, incapable de comprendre ce que les autres ressentent, et pourtant il veut être un éducateur. Il ne pense tout simplement pas être fait pour ce métier. Elle sirote sa boisson, réfléchissant à quelque chose, et dit qu'elle ne pense pas que ce soit tout à fait exact. Comme elle lui dit, travailler comme détective lui permet de voir ces choses plus qu'il ne le penserait. Elle a une fois défoncé une porte pour sauver une victime d'un cambrioleur, seulement pour qu'il lui hurle dessus en demandant qui allait payer pour la porte. Elle a même été giflée après avoir sauvé quelqu'un qui grelottait au bord d'un pont en essayant de mettre fin à ses jours. Le monde est plein de gens qui ne réalisent pas qu'ils sont en danger ou qui choisissent de l'ignorer même quand ils ont clairement besoin d'aide. Alors comment pourrait-elle simplement les laisser seuls? Les sauver reste son devoir à la fin. Il a décidé de devenir un éducateur. Donc même s'il y a un étudiant qui ferme les yeux sur sa propre souffrance, il doit lui montrer le danger, s'inquiéter avec lui, et l'aider à trouver une solution. C'est son devoir en tant qu'éducateur. Jin dit qu'il voulait faire ça, mais qu'il ne savait pas comment. Elle dit que le chemin pour y arriver est simple. Après tout, ils vivent dans un monde avec de la magie. S'il cherche bien, il trouvera certainement une idée. De retour au combat, nous voyons qu'il terraforme complètement la zone autour d'eux en temps réel. Friedrich lance nonchalamment des sorts de haut niveau, la maintenant complètement sur la défensive. Alors qu'elle utilise la forme la plus élevée de magie de base à cause de son état cardiaque, elle essaie de ne pas le surmener. Friedrich a honnêtement l'air un peu ennuyé alors qu'elle arrive par derrière avec une attaque surprise qui consiste à empiler des effets magiques pour créer une chaîne d'attaque polyvalente, similaire à ce que nous avons vu auparavant. Elle utilise même la lame de mana au bout de son bâton, mais Friedrich la bloque avec une facilité déconcertante. Il pointe un doigt vers elle avant de l'envoyer voler dans les airs. Réalisant qu'elle ne peut pas manquer cette chance, elle commence à combiner encore plus d'effets magiques. Alors qu'une ombre commence à planer sur Friedrich, il se retourne. Alors qu'elle a soulevé un PAN entier de la forêt par télékinésie, elle l'abat sur lui, le piégeant complètement sous la montagne qu'elle vient de soulever dans les airs. Son cœur, cependant, commence à être extrêmement sollicité alors qu'elle le saisit, haletante. Friedrich dit que les nombreux attributs et types de magie qu'un mage ordinaire n'oserait pas tenter et les compétences qu'elle a pour les tisser en un, ainsi qu'une capacité de mana capable de lui lancer une montagne littérale. Elle est vraiment une mage exceptionnelle, digne d'être la chair et le sang de Yoko Ayuk. Demandant si c'est tout ce qu'elle voulait entendre. Il comprend qu'elle peut lancer une multitude de sorts, mais elle n'en a encore maîtrisé aucun. Il n'est pas venu ici pour regarder son spectacle de talent. Il lève alors les yeux alors qu'elle invoque la même chose que contre Yujin. L'œil géant le regarde d'en-haut. Il est un peu surpris de voir la magie du troisième cercle. Alors qu'il commence à condenser l'énergie à la pointe de l'œil, elle la projette, la tirant droit sur Friedrich, essayant d'en finir une fois pour toutes. Après que l'attaque est touchée, elle est haletante, son nez commence à saigner, et elle dit que c'est enfin terminé. Elle a lancé tous les sorts qu'elle pouvait utiliser, et maintenant elle est à sa limite. Si elle utilise ne serait-ce qu'un sort de plus, son cœur explosera. Il semble que ce soit la fin de sa magie et de sa vie, cependant, car Friedrich est toujours complètement indemne. Elle dit qu'elle espérait que sa bataille finale et sa lutte soient un peu plus vaillantes. Friedrich lui dit plutôt de rentrer chez elle. Elle est confuse, mais il lui dit qu'il s'attendait à un chef-d'œuvre. Au lieu de ça, il a une gamine qui essaie de jouer à la mage. Tout ce qu'elle utilise, c'est une magie brute gonflée uniquement de puissance de feu et de tape à accent grave l'œil. Bien que ce soit de la magie du troisième cercle, elle a juste forcé les trois cercles ensemble maladroitement. Il est honnêtement sans voix. Penser que la progéniture de Oyuk est à ce niveau, il a presque pitié de lui. S'il tuait une ratée comme elle, il rendrait service à Ayuk en sortant les poubelles. Elle se demande ce qu'il est en train de lui dire, bon sang. Friedrich continue, disant qu'il préférerait mourir plutôt que de faire quelque chose qui lui profite. Il aurait dû savoir en voyant le niveau de ses subordonnés que ce serait une déception totale. Il lui dit de rentrer chez elle, de se laver et de dormir. Elle lui demande où il va, lui disant de finir ce combat. Il a dit qu'il apporterait sa tête à son père. Et pourtant, maintenant il s'enfuit. Elle est frustrée car si elle survit comme ça, il ne lui restera qu'une vie pathétique, dépouillée de sa magie. Il lui dit de continuer à jacasser car ça l'énerve à mort. Elle continue de se plaindre, suppliant d'être tuée même après qu'il ait dit qu'il l'épargnerait, alors il se dit qu'il pourrait aussi bien le faire. Mais Yujin apparaît, lui attrapant la main, disant qu'il l'a cherché partout. Friedrich est surpris, mais aussi. Elle lui demande ce qu'il fait ici.
On voit un peu avant son arrivée que Yujin a reçu un appel téléphonique disant qu'il connaît le vieil homme Friedrich et demandant où il se trouve. Il dit qu'il sait où se trouve cet endroit aussi, mais de ne pas s'inquiéter car il s'y rend tout de suite. Anne sera en sécurité. Il s'excuse auprès de Sung-a car quelque chose d'urgent est arrivé. Elle dit que si c'est urgent, il devrait y aller. Puis il demande s'il peut avoir le prospectus. Elle le lui donne et il la remercie. Il dit qu'il est désolé de l'avoir inquiétée avec son air sombre plus tôt, surtout qu'elle est venue ici sur son temps libre. Elle lui dit que ça arrive, et qu'elle a l'impression d'avoir été un peu indiscrète. Il lui dit que juste indiscrète n'est pas la façon dont il le formulerait, et que grâce à ces mots qu'elle considère indiscrets, il a pu trouver du courage aussi. Il la contactera après avoir terminé cette affaire urgente. Elle lui dit de faire attention, mais se demande à quel point c'est urgent pour qu'il déforme le mur pour créer sa propre fenêtre pour partir. Elle dit qu'il semble avoir retrouvé son énergie. Mais bon sang, elle n'arrive pas à croire qu'il ait retrouvé son énergie avec une tête aussi flippante alors qu'il se met à voler dans les airs. Il repère les séquelles du combat, disant que c'est l'endroit que Huimion a mentionné au téléphone, et que c'est un véritable désastre. On dirait que ça a été frappé par un bombardement de missiles. Si la magie a été utilisée pour calciner les environs à ce point, ce doit très certainement être Friedrich qui se bat. Il les aperçoit alors au sol, et sourit joyeusement en disant que c'est bien. C'est à ce moment-là qu'il est sorti de sa forme de petit oiseau effrayant et a attrapé son poignet. De retour au présent, elle lui demande comment il a trouvé cet endroit. Il dit que c'était Huimion, celui qui travaille avec elle. Il a en fait appelé et lui a dit qu'elle était en danger. Il s'apprête à dire qu'il le remerciera plus tard avant que sa tête n'explose. Friedrich le trouve effrayant, demandant ainsi cette grande perche et son petit ami, mais il a l'air si hideux qu'il ne peut même plus le regarder. Il n'a pas pu se retenir sur le coup, alors il a juste fait ce qu'il avait à faire. Yujin lui dit que son tempérament est le même qu'à l'époque et maintenant, mais d'attendre un moment car il s'occupera de lui une fois qu'il aura fini de parler à Anne. Anne demande ce qu'il fiche en train de lui retirer le cœur une fois de plus. Il lui dit de regarder car il est dans un état où il ne serait pas étrange qu'il explose. Et si elle avait utilisé la magie à l'instant, ça aurait vraiment été la fin. Elle commence à se dégager, disant qu'elle lui a dit plutôt de ne pas intervenir, demandant s'il ne comprend pas ses sentiments. Ça ne sert à rien de se mêler de ça davantage. Il doit la laisser mourir en tant que mage, ou plutôt il doit la laisser mourir en tant que fille de Yo-Ayuk. Yujin demande pourquoi il ne devrait pas s'en mêler. Quel genre d'adulte regarderait un enfant déterminé à mourir et dirait simplement vas-y en le laissant faire, lui crie-t-il. Réalisant qu'elle n'a pas grand-chose à dire, elle lui demande ce qu'il veut qu'elle fasse. Comment est-elle censée faire quoi que ce soit? C'est la seule chance qu'elle a d'être spéciale pour son père. Il n'y a pas d'autre moyen pour elle de faire ses preuves. Elle ne veut pas vraiment mourir non plus, mais avec un cœur comme le sien, elle ne peut même pas rêver de devenir une grande mage. Comment est-elle censée devenir la plus fière disciple de son père? Il dit que c'est exactement pour ça que son oncle est là. Le mana et le cœur que son père lui a laissé, qui lui permettent de voler dans le ciel et de renverser des montagnes. Mais il se rend compte qu'il lui dira plus tard, disant qu'ils peuvent mettre ça de côté pour l'instant. Si elle promet de ne pas renoncer à la vie et lui donne une chance de prendre ses responsabilités, quoi qu'il en coûte, il fera d'elle une grande mage. Elle dit que même son père n'a pas pu l'aider, alors comment le pourrait-il? Mais elle a ravalé les mots qui étaient sur le point de sortir de sa bouche. En regardant le dépliant, elle dit que la personne en face d'elle est celle qu'elle voulait si désespérément devenir, car il est le plus fier disciple de son père. Elle demande s'il est vraiment en train de prendre le cœur des gens pour les menacer maintenant, car c'est incroyable. Mais peut-être qu'il peut la laisser rêver à ce qu'elle a abandonné, alors elle va tenter sa chance, demandant si elle doit l'appeler maître ou oncle. Il sourit, disant que maître est un peu démodé, et qu'il préférerait qu'elle l'appelle professeur. Alors qu'il écrase son cœur dans ses mains, elle regarde, confuse, demandant ce qu'il fiche, mais aussi perplexe de ne pas avoir mal. Il dit que c'est si bon de le revoir après si longtemps, et qu'aussi impudent que cela puisse paraître, il a une faveur à demander. Non plus en tant que son cœur, mais en tant que cœur d'un. Il le remet dans sa poitrine. Elle dit que tout a disparu, le mana qui débordait constamment de son cœur, et la douleur. Elle se sent complètement apaisée. La sensation inconfortable, comme s'il ne lui appartenait pas, a maintenant disparu. Cela signifie qu'elle peut vivre et d'une manière ou d'une autre retrouver sa magie, et que viser le titre de grande mage pourrait vraiment être possible. Yujin dit à Friedrich qu'il est désolé de l'avoir fait attendre. Même un avait oublié que Friedrich était là à cause de l'intensité du moment. Yujin dit que puisqu'il a fini de lui parler, s'il a affaire à lui, il l'écoutera. Friedrich est toujours en train de scroller sans fin ses réels Instagram. Puis il se lève en disant que c'est absurde. Il ne sait pas depuis combien de temps il n'a pas été ignoré de la sorte. Il n'a pas vraiment affaire à eux, mais il y a une chose qui le dérange. Il a dit plutôt que son tempérament était le même que d'habitude. Ça le dérange qu'il parle comme s'ils s'étaient déjà rencontrés, mais il ne se souvient pas avoir jamais vu un type aussi dégoûtant que lui. Yujin dit que ça fait assez longtemps pour oublier, car la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était il y a environ 30 ans. À l'époque où il est venu voir son maître, il a piqué une crise, Ceste fait gronder et Ceste enfui.
Friedrich commence à sourire de pure frustration, disant qu'il a un choix de mots intéressant. Puis il se demande pourquoi tous les morveux élevés par YUK ont des bouches aussi sales, mais cela rend l'idée de le déchiqueter beaucoup plus attrayante. Un se demande pourquoi il le provoque sans raison, lui rappelant que c'est Friedrich, le plus puissant mage sans égal à part son père. Il a fait tout un plat pour la sauver, et maintenant ils vont mourir tous les deux. Il lui dit que ça tombe bien. Il est trop dangereux pour le laisser tranquille. Alors que son cou commence à se déformer, il dit que lui montrer dans une situation comme celle-ci rendra la chose mémorable. Et de bien regarder, car elle est sa première élève, il lui montrera tout son programme de grand mage et de considérer cela comme une orientation. Cependant, était juste surprise, demandant ce qu'est cette magie bizarre, car c'est plus effrayant que tout ce qu'il a utilisé auparavant. Elle demande si c'est vraiment de la magie. Elle n'a jamais entendu parler non plus d'une rune ayant cette forme. Il dit, bien sûr, c'est de la magie. Comme elle est complètement sans défense en ce moment, il lance ce sort pour qu'elle ne soit pas prise dans la magie de ce vieil homme. Il lui dit de regarder attentivement car c'est de la magie du deuxième cercle. C'est une protection corporelle complète de tous les attributs. Il le lui lance en lui disant que ce sera dangereux, donc de reculer un peu. Aussi, il veut qu'elle lui dise combien de mana il y avait dans le sort qu'il vient d'utiliser, lui demandant si elle le sait. Elle dit que bien sûr, elle le sait. Aegis est le sort de protection qu'elle maintenait toujours pendant les combats. Mais alors qu'elle s'apprête à lui dire, il dit que la bonne réponse est pas même une seule goutte. Elle est confuse, et il lui dit de ne plus trop s'inquiéter de la disparition du mana de son cœur. Même lui n'a pas de mana dans son cœur non plus. Ce qu'il s'apprête à lui montrer et à lui apprendre à partir de maintenant, c'est comment utiliser la magie sans utiliser de mana. Il se met à courir comme un enderment, et un se dit que dans une situation pareille, il dit quelque chose qui n'a aucun sens, mais elle ne sait même pas s'ils peuvent gagner. Alors qu'il court vers lui, Friedrich se demande s'il est du type combat rapproché, mais il a l'air trop sans défense pour foncer. Bien qu'il soit le disciple de YUK, il doit avoir confiance en quelque chose. Pour l'instant, il veut juste observer et voir ce qu'il fait. Une fois de plus, Yujin lance une magie du deuxième cercle appelée corde de liane immobilisante. Elle commence à s'enrouler autour de toute la barrière, la resserrant jusqu'à ce qu'elle se brise. Elle est surprise car même quand elle l'a bombardée de sorts puissants, sa barrière n'a pas bougé d'un pouce, et pourtant il l'a brisée avec un sort de base. Friedrich dit que c'est une structure de sort assez solide, certainement bien meilleure que certaines de celles de YUK. Bien que ce soit impressionnant, c'est tout ce qu'il lui accorde, ce n'était pas suffisant pour le provoquer comme il l'a fait. En balançant sa main, il tranche la tête de Yujin, mais dit qu'il sait qu'elle repoussera probablement comme la dernière fois. Et bien que ce soit choquant, il suppose qu'il mise sur sa capacité à se régénérer. Indique que sa régénération est écœurante de rapidité, mais son adversaire est le grand mage Friedrich, donc il pourrait trouver un moyen de l'empêcher de se régénérer. Friedrich sourit en disant que ce n'est pas la première fois qu'il voit ça, car un immortel invincible sans faiblesse, ça n'existe pas. Il y a toujours un noyau au centre de la régénération ou une sorte de point limite, donc il va désintégrer son corps de l'intérieur jusqu'au niveau moléculaire. Mais il ne va rien pouvoir en faire. Friedrich a l'air confus, mais aussi tendu, lui demandant comment diable il peut attraper ça en ce moment. Friedrich explique que l'éclair noir est une réaction chimique causée par le mana. Dès que ça touche quelque chose, ça devrait le faire fondre peu importe ce que c'est, et il ne peut pas simplement l'attraper comme s'il arrachait une mauvaise herbe. Il se demande ce qui cloche avec ce type. Il décide alors de le lui laisser et prend ses distances. Il dit qu'il doit mettre plus de pression sur sa régénération en balayant et faisant fondre la moitié du corps de Yujin, mais Yujin se régénère en un instant et lui attrape le bras. Friedrich se demande pourquoi il s'excite, disant qu'il a 12 couches de sorts de protection haute densité autour de tout son corps. Il n'y a aucune chance qu'il puisse les percer. Et même si on a l'impression qu'il attrape son bras, c'est en fait comme saisir le mur extérieur d'un bunker nucléaire à main nue. Mais à la place, il regarde son bras commencer à se transformer en spaghetti et se demande ce qui se passe. Cela continue de remonter le long de son corps, et il fait le choix stratégique de se couper le bras. Yujin dit que c'était un geste de fou, et que ça a dû faire mal, mais qu'il aurait aussi pu le laisser. Friedrich regarde sa blessure après l'avoir cautérisée, disant que même en combattant YUK, il n'a jamais été humilié aussi pathétiquement, ajoutant que cette magie est de la pure connerie. Yujin dit alors à un d'être attentive. Comme il voulait lui montrer plus de magie sans mana, il n'a plus cette marge de manœuvre. Alors à partir de maintenant, il va expliquer brièvement et correctement ce qu'il a montré. Ce qu'il a montré plus tôt, c'est sa capacité à modifier librement la composition et la forme de son propre corps, mais cela transforme aussi les autres objets qui touchent ses mains. À proprement parler, ce n'est pas de la magie, mais le nom de cette technique qu'elle apprendra désormais est la magie sans rune, et elle s'appelle la magie Mirin. Friedrich lance un sort qui envoie un éclair massif dans la zone, disant que c'est dégoûtant, et qu'il doit s'en débarrasser immédiatement, car depuis tout à l'heure, il a ce sentiment dégoûtant qui corrode progressivement son jugement. Alors que Yujin sort complètement indemne de son attaque, Friedrich se demande si c'est la douleur de son bras coupé, ou la stupéfaction face à sa magie anormale,
mais dit que ce n'est pas ça non plus en lançant un autre sort de haut niveau qui a même des invocations cette fois. Elle commence à consumer Yujin alors qu'il est englouti par les flammes du mana de Friedrich, et ce dernier se dit que depuis qu'il affronte ce type, plus le temps passe, plus ce sentiment s'intensifie. Il dit que c'est peut-être du dégoût. C'est le sentiment de quelque chose qui ne devrait pas encore être emmêlé. Tout s'émêle. Il entend Yujin rire tout en étant brûlé vif. Friedrich dit qu'il fait face à quelque chose qui ne devrait pas exister dans ce monde, et lui crie d'arrêter de glousser alors qu'il lance un sort d'un niveau encore plus élevé. Friedrich se dit que ce doit être la peur. Un ne peut que regarder Yujin se faire complètement consumer par les flammes, mais elle est toujours protégée par sa magie, donc il est toujours en vie. Friedrich commence à paniquer, disant qu'il est impossible que lui, Friedrich Gamora, perde contre un disciple de Yyuk, mais aussi qu'il est impossible qu'il ait peur de lui, alors que Yujin se forme derrière lui en un amalgame de chair. Il passe sa main à travers son dos et sa poitrine pour lui saisir le cœur. Yujin dit que ça a dû être hilarant. Il est désolé, mais dans cet état, plus il utilise de magie, plus son cerveau le démange, et il ne peut tout simplement pas s'en empêcher. Un accourt en se demandant si le combat est terminé. Même si Yujin l'avait dit avec tant de confiance, elle craignait que quelque chose ne tourne mal. Mais pour de vrai, il a fini par battre Friedrich. Friedrich dit qu'il n'aurait jamais pensé voir son propre cœur de son vivant. Il demande alors à Yujin s'il le croirait s'il disait qu'il avait un peu baissé sa garde. Yujin dit qu'il n'est pas spécialisé en magie de combat, donc il ne saurait pas. Mais s'il le dit, il le croira. Friedrich rit en disant que le voir être aussi sarcastique prouve bien qu'il est l'élève de Yyuk. Yujin dit qu'il s'en souvient encore, un seul de ses gestes, et la ville s'est effondrée, et les cris des gens qui brûlaient restent gravés en lui. C'est quelqu'un qui ne devrait pas être autorisé à utiliser la magie, donc il va devoir mettre fin à la vie du mage Friedrich ici même. Friedrich lui dit d'aller de l'avant et de prendre ses grands airs, car il a gagné ce droit. Il a gagné cette fois. Il utilise ses dernières réserves de mana pour couper le bras de Yujin, sectionnant ainsi son propre cœur. Il dit à Yujin de prendre un souvenir pour lui. Yujin se dit que ce type est fou, juste avant de s'arracher le cœur. Il a pompé tout le mana du cœur dans sa circulation sanguine d'un seul coup. Il commence à perdre complètement les pédales. Il crie le nom de quelqu'un, Shari. Et Yujin réalise qu'il est dangereux. Il s'apprête à finir le travail, mais une main sort d'un portail au-dessus. En l'attirant à l'intérieur, il découpe également Yujin en morceaux, le faisant tomber au sol. Ils réapparaissent un peu plus loin, et Yujin dit « de la magie spatiale ». Une femme apparaît, demandant ce qui s'est passé, car il était censé rencontrer Yyuk, mais ce monstre qu'il combat n'est pas le grand mage. Elle veut juste savoir ce qui s'est passé, mais elle va le raccompagner directement chez lui. Friedrich lui dit d'attendre une seconde. Grâce à ce combat, il a eu quelques réalisations, et en guise de remerciement, il y a quelque chose qu'il veut tester. Yujin commence à combler à nouveau la distance, et tend la main vers lui alors que Friedrich lance un nouveau type de sort, qui est de la magie du troisième cercle, combinant plusieurs troisième cercles en un seul. Il le tire et le projectile passe juste à côté du visage de Yujin. Friedrich dit qu'il ne le dit pas souvent, mais il lui est reconnaissant car il a eu une découverte inattendue. Il préparera une plus grande scène la prochaine fois, cependant, et ils pourront avoir une vraie revanche plus tard. Il rit en partant pendant que Yujin essuie du sang de son visage. Quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant, car il ne saigne même pas d'habitude. Un demande si c'est fini parce qu'il vient de s'enfuir, et que ça veut dire qu'il l'a vraiment fait. Il a battu le plus puissant des mages, ce qu'elle pensait impossible sans emprunter le pouvoir d'un grand mage. Il étire sa jambe à la Armstrong pour grimper la falaise, disant que la chance était de son côté car il avait baissé sa garde. Il est content que ça se soit terminé avant la fin du temps imparti. Je me demande ce que ça veut dire. Un demande ce qu'il veut dire par baisser sa garde. Il n'y a aucune chance que ce vieux salaud admette sa défaite si facilement. Elle savait que Yujin était incroyable, mais elle veut en savoir plus sur la magie Mirin. Yujin lui dit que les choses qu'il peut faire, et même au-delà, il s'assurera qu'elle puisse les faire aussi. En tant que disciple du plus grand des grands mages, il fera d'elle la deuxième plus grande mage. D'ici là, il a besoin qu'elle promette de ne pas s'attirer des nuits comme aujourd'hui, et qu'elle chérira sa vie. Elle sourit en disant que ce type n'a pas changé d'un pouce depuis son enfance, et elle l'appelle professeur pendant qu'ils se font une promesse du petit doigt. Pendant ce temps, dans une maison, on entend quelqu'un au téléphone dire que Friedrich est apparu. Ils ont enquêté sur d'énormes traces de bataille sur une montagne à l'extérieur de Séoul, et heureusement, aucune victime civile n'a été signalée. Il s'apprête à lui parler de l'adversaire, et il dit que c'était probablement un. Puisqu'elle y est allée après tout, même s'il l'avait su, il se demande s'il aurait pu l'arrêter. En tant que père, il n'a pas besoin qu'elle le prouve au péril de sa vie. Mais avant qu'il ne finisse sa phrase, il s'excuse de l'interrompre en disant que pendant le combat entre un et Friedrich, Yujin est apparu. Il se fige alors que la personne lui dit que Friedrich s'est enfui, et qu'un est sain et sauve, et ce n'est autre que Yyuk qui demande si Yujin est vraiment de retour. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.